Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc après cette présentation des changements climatiques et ses effets attendus, je voudrais moi vous parler des zones humides, plus spécifiquement zoomant sur les zones humides et notamment les zones humides face au changement climatique. En quoi notamment ces zones humides sont des solutions et sont même, on peut dire, notre assurance vie face à ce qui nous est promis. Tout d'abord, rappeler quelques éléments un peu basiques sur les zones humides, mais je trouve que ça fait toujours du bien de se remémorer ça. Peut-être le savez-vous, au début de ce siècle, en 2005, est paru un gros rapport, le résultat d'une grosse étude au niveau mondial qui a consisté à faire un état des lieux de tous les écosystèmes de la planète en début de millénaire. C'est ce qu'on appelait l'évaluation des écosystèmes en début de millénaire. Et notamment, ce rapport révélait que parmi tous les écosystèmes de la planète, celui qui est le plus utile à l'humanité, celui qui contribue le plus au développement de l'humanité, à sa subsistance, eh bien, ce sont les zones humides, et notamment à travers un certain nombre de fonctions qu'on aime bien ranger dans des catégories, dans des boîtes, ces services d'approvisionnement. Ces zones humides sont parmi les écosystèmes les plus productifs sur la planète et une grande partie de cette biodiversité, de cette biomasse, est utile aux hommes, des poissons, du gibier, des végétaux, des matériaux, etc. Toute une série de fonctions qui sont liées à l'hydrologie, à la fois la recherche des nappes, l'expansion des crues, le piégeage des nutriments, etc. Fonctions, et j'y reviendrai, mais qui ont été souvent peu prises en considération. Et puis enfin, des services culturels ou récréatifs très fréquents dans les zones humides. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce même rapport qui disait ces zones humides constituent l'écosystème le plus utile à l'humanité, dans le même temps révélait que c'est aussi l'écosystème qui est le plus détruit, dégradé, menacé par ces mêmes hommes qui en bénéficient. Donc voilà, c'est un paradoxe étonnant, mais c'est ça, c'est la vraie vie. Et notamment, ces écosystèmes étant très réactifs, il était démontré, et on le voit tous les jours, que dès qu'une zone humide est dégradée, dès qu'elle est détruite, eh bien, tous ces services sont affectés. Et donc, ces services d'approvisionnement, on voit bien sûr qu'il y a moins de ressources pour les hommes. On voit que il y a des inondations, des sécheresses plus fréquentes, une eutrophisation, c'est-à-dire un peu la crise de foi de nos écosystèmes aquatiques, etc., qui arrive. Et, euh, et donc la réaction, enfin vu que ces écosystèmes sont très réactifs, il serait logique, puisqu'on voit très vite qu'une dégradation engendre une perte de ces services, eh bien il serait logique de dire hop, on a fait une erreur, revenons en arrière, on restaure cette zone humide et elle va nous rendre à nouveau ces services gratuitement. Sauf que dans la vraie vie, ça se passe rarement comme ça. En général, si on est face à un problème de cette nature-là, une perte d'un service, eh bien, on va essayer de le compenser en créant des infrastructures. On va faire, si on a un problème d'inondation, on va faire des digues. Si on a un problème de sécheresse, on va faire des barrages. Un problème de pollution, on va faire une station d'épuration. Et à chaque fois, ce sont des infrastructures coûteuses en investissement, coûteuses en, en maintenance, et en fait, qui ne répondent qu'à un service à la fois, quand les zones humides, elles, répondent à plusieurs services à la fois et de façon gratuite. Donc voilà, le message, c'est réactif, c'est malléable, mais voilà, dès que c'est dégradé, veillons à restaurer les fonctions de ces zones humides, et pour ça, restaurons la zone humide dans sa plénitude. Donc, je vous dis, un écosystème menacé, le plus menacé sur Terre, et même ici en Europe, on est les champions du monde. Vous voyez sur ce graphe, toutes les régions du monde ont connaissent encore une dégradation forte et continue des zones humides, mais en Europe, on est vraiment les meilleurs. À peu près les 2 tiers des zones humides de la planète ont été détruites depuis le début du XXe siècle. Et on parle beaucoup de la forêt, à juste titre. La forêt amazonienne fait les gros titres des journaux, mais les zones humides devraient faire des plus gros titres, 3 fois plus gros, puisqu'elles disparaissent 3 fois plus vite que la forêt. Or, ça ne vous a pas échappé, les zones humides ne font pas les gros titres des journaux, personne ne s'émeut vraiment de cette disparition. Et puis, pour essayer justement de sensibiliser les gens, moi je suis pas un grand fanat des chiffres, en tout cas de la monétarisation de la nature, mais c'est vrai que des fois ça a le mérite de fixer un peu des ordres de grandeur. Vous voyez qu'il a été estimé que cette perte, cette perte de service du fait de la dégradation des zones humides, eh bien, c'est estimé à peu près 2500 milliards d'euros par an pour les zones humides d'eau douce et 6700 milliards d'euros par an pour ce qui est marais littoraux et mangroves, c'est-à-dire en tout plus de 15 fois le produit intérieur brut de la France, c'est-à-dire une somme considérable dont on a décidé sciemment de renoncer, en fait, simplement par le fait qu'on a dégradé ces zones humides. Vous le savez, aux zones humides égale eau, et l'eau, bien sûr, c'est critique
pour le fonctionnement des zones humides. Et si on regarde la relation entre eau et catastrophes naturelles et risques naturels, on s'aperçoit d'une part que ces catastrophes naturelles augmentent très fortement et très rapidement. Elles ont doublé en 30 ans. Et surtout, ce qui est assez saisissant, c'est que 90% d'entre elles sont liées à l'eau, trop d'eau ou pas assez d'eau, des sécheresses et il y a ensuite d'autres catastrophes naturelles type incendie qui peuvent se manifester, mais parce qu'on est dans des sécheresses très fortes. Et puis à l'opposé, ce sont des inondations, des submersions, etc. Et avec bien sûr un coût pour la société qui augmente et qui va augmenter encore à l'évidence dans les années qui viennent, au point que beaucoup de sociétés d'assurance se posent de grandes questions sur leur capacité à continuer à pouvoir assurer des biens dans ce contexte. Alors, euh, Wolfgang Kramer tout à l'heure a parlé des différents facteurs de forçage. C'est les 5 grands changements globaux dont on a tous entendu parler, hein, bien sûr, la dégradation des habitats, les espèces invasives, la globalisation des échanges, pardon, la pollution, et puis le 5e étant la surexploitation des ressources naturelles, ce à quoi vient s'ajouter ce changement climatique qui est vu comme une pression additionnelle, mais qui en fait est plus que ça. D'abord, c'est une pression qui était additionnelle et qui devient aujourd'hui majeure, très forte, mais qui en même temps est une pression catalytique qui augmente, qui renforce les pressions de ces différents facteurs globaux. Donc, vous voyez qu'on est dans une situation compliquée où les changements climatiques euh, non seulement viennent s'additionner, mais viennent multiplier les pressions de ces différents éléments-là. Alors, dans ce contexte, les zones humides, bien sûr, sont victimes. Ces changements climatiques, et on l'a vu dans la présentation précédente, sont vraiment une menace existentielle pour l'humanité. Et bien entendu, lorsqu'on voit que ces changements globaux se traduisent par souvent beaucoup moins d'eau, des sécheresses plus longues et puis de temps en temps des précipitations massives, et bien sûr, ça va affecter les zones humides et c'est aussi une menace existentielle pour les zones humides et notamment les zones humides côtières, puisque notamment du fait de la hausse du niveau marin, un grand nombre d'entre elles sont promises à disparaître dans les décennies ou siècles qui viennent. Mais, et c'est là où je voudrais insister aujourd'hui, certes, les zones humides sont victimes, mais elles sont aussi et surtout des solutions. Et il nous semble que, alors qu'on a, alors que nous, à Tour du Voilà, ça fait maintenant 70 ans qu'on travaille sur le côté, on va dire, écologique, biodiversité des zones humides, et bien qu'on a pu démontrer, nous et plein d'autres, qu'elles se sont vraiment des trésors de biodiversité, qu'elles jouent des rôles éminents pour les collectivités. Force est de constater qu'on n'a pas su mobiliser les foules, pardon, qu'on n'a pas su mobiliser les foules, qu'on n'a pas su convaincre les décideurs de sauvegarder ces milieux-là, simplement voilà, parce que ces arguments biodiversité ne semblent pas avoir porté beaucoup. Et il nous semble, dans ce contexte de changement climatique, où on voit que l'attention à la fois des médias et des décideurs est beaucoup plus attirée par la thématique du changement climatique, qu'il y a peut-être une opportunité, qu'il y a certainement une opportunité pour plaider, pour promouvoir le rôle des zones humides comme à la fois dans l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, et puis donc pour changer la perception de la société que la société porte sur ces zones humides, et enfin bien sûr influencer du coup les politiques publiques en faveur des zones humides. Pour ça, ces zones humides, effectivement, sont des amortisseurs climatiques de premier ordre. Et on le voit à la fois lors des phénomènes de précipitation extrême qui provoquent des inondations qui peuvent être massives et catastrophiques. Et bien, ces zones humides, c'est le fameux rôle de très grosses éponges. Elles peuvent stocker l'eau, limiter le ruissellement, désynchroniser les pics de crue et donc limiter les dommages. À l'inverse, pendant les périodes de sécheresse, encore une fois, qui ont vocation, ces 2 éléments, précipitation et sécheresse, à vocation à être plus intenses, ces zones humides peuvent, par cette eau qu'elles ont stockée, par les nappes phréatiques qu'elles ont réalimentées, soutenir le débit d'étiage des rivières et des fleuves, maintenir les nappes phréatiques, et là aussi un effet de thermorégulateur, rafraîchir les températures. Et puis, pour les zones humides côtières, puisque c'est bien l'objet de notre discussion d'aujourd'hui, on voit que ces zones humides littorales sont réellement un amortisseur climatique assez puissant, un rempart naturel qui permet de dissiper l'énergie des vagues, d'étaler l'onde de tempête avant des dégâts plus à l'intérieur des terres. Et puis, un volet qui a souvent été un peu passé sous silence, ou en tout cas sur lequel on n'était pas très à l'aise, parce que les zones humides, comme vous le savez, c'est à la fois
peut capter du CO2, mais aussi peut relarguer, selon le mode de gestion des zones humides, relarguer des gaz à effet de serre, notamment du méthane, qui est, vous savez, beaucoup plus, qui a un pouvoir réchauffant à peu près 27 fois supérieur au CO2, même si sa durée de vie est plus courte. En tout cas, c'est pas une bonne idée de relarguer du méthane lorsqu'on gère des zones humides. Donc pendant longtemps, on était un peu timoré sur le rôle des zones humides face à la séquestration du CO2, en tout cas à la gestion des gaz à effet de serre. Mais à mon avis, il ne faut pas être timoré, il faut affirmer, parce que c'est très clair, que ces zones humides, bien, c'est un puits incroyable de carbone. 6% de la surface uniquement terrestre, la surface des continents constituée de zones humides, mais plus de 30%, un tiers du carbone stocké dans les sols est stocké dans les zones humides. Et juste pour illustrer ça, quelques graphes. Vous voyez ici sur ce premier graphe, sur la gauche, eh bien, ce sont en vert la partie aérienne, on va dire, le carbone stocké dans les parties aériennes des forêts, qu'elles soient tropicales, boréales ou méditerranéennes. Et puis sur les différentes colonnes de droite, ce sont différents types de zones humides, des tourbières, des mangroves, des marais salants ou des marais salés, pardon, ou des herbiers, notamment des herbiers de Posidonie, où on voit en fait que dans la partie aérienne, à part les mangroves, ben, le carbone stocké est assez limité. En revanche, c'est bien dans le sol que une quantité tout à fait importante et bien plus importante que pour les forêts, une quantité de carbone est stockée. Cet autre graphe dit à peu près la même chose. Hein. On voit que on a pendant longtemps regardé que ce qui se passait au-dessus du sol, ce qui est dans ces petites colonnes bleues. Et donc on se dit, bah, les zones humides, c'est pas terrible, hein, les forêts, c'est bien mieux. Et dès que vous regardez ce qui se passe sous le sol, eh bien, vous voyez qu'effectivement, notamment cette colonne du milieu, les zones humides, vous voyez qu'on peut avoir des quantités éminentes, enfin, colossales de carbone stocké dans ces milieux. Euh, on a fait récemment avec l'Agence de l'eau, avec des partenaires espagnols et australiens, une étude en Camargue, où il s'est révélé que dans les zones humides qu'on a étudiées, en fait, on était dans des valeurs plus modestes que ce qu'on voit ici, mais quand même tout à fait significatives, puisque selon les milieux, on était entre, vous voyez, au maximum, on est à quasiment 700 tonnes d'équivalent CO2 par hectare. Et nous, on est dans des valeurs qui étaient de l'ordre entre 100 et 320 tonnes par hectare, ce qui est tout à fait déjà intéressant, même si c'est pas dans le maximum de ce qui a été mesuré dans d'autres types de zones humides, notamment des zones humides intertidales, hein, où là, on a vraiment un apport de matière organique et donc de stockage de carbone qui est plus important. Et au-delà de cet effet puits, c'est-à-dire ce qui existe aujourd'hui dans le sol, ce qu'on voit, c'est que la capacité à stocker annuellement est beaucoup plus importante également dans les zones humides que dans les forêts. Vous voyez que les petits camemberts du haut illustrent ce qu'on appelle le taux d'enfouissement du carbone en, en tonnes d'équivalent carbone l'équivalent CO2, pardon, enfoui par hectare et par an, et vous voyez qu'on est dans un ratio qui est entre 30 et 40 fois moins important pour les forêts, qu'elles soient tropicales, tempérées ou boréales, que pour ces types de zones humides côtières, hein, les fameuses zones humides qui stockent du carbone bleu, le blue carbon. Vous voyez, donc c'est tout ce qui est mangrove, marais salés et puis les herbiers marins. Vous voyez qu'on est dans des valeurs éminemment supérieures, 30 à 4 fois plus rapide. Ce stockage, cette séquestration du carbone est 30 à 40 fois plus rapide dans ces zones humides que dans les forêts. Voilà, ça c'était un petit aperçu pour dire oui, on a des arguments et des arguments tangibles pour parler et pour dire ces zones humides sont des amortisseurs climatiques de premier ordre. Et je ne résiste pas, parce qu'on est en Camargue aujourd'hui, de vous parler un petit peu de la Camargue et notamment une expérience, donc ce delta du Rhône, hein, et une expérience que nous menons avec nos partenaires, le Conservatoire du Littoral et puis les co-gestionnaires du site qu'on appelle les étangs et marais des Salins de Camargue, que vous voyez ici en bleu sur cette figure. Donc le parc naturel régional de Camargue et puis la Société nationale de protection de la nature, gestionnaire de la réserve nationale de Camargue. Et bien avec ce consortium entre propriétaires et co-gestionnaires,
Il se trouve que le conservatoire s'est porté acquéreur, en tout cas, les Salins du Midi ont cédé au conservatoire à partir de 2008, entre 2008 et 2012, 6500 hectares, que vous voyez ici en bleu, qui était un ancien terrain voué à l'exploitation salinière, les Salins gardant ce qui apparaît ici en rouge, hein, donc qui a encore dans une fonction d'exploitation salinière. Et donc toute cette partie en bleu a été cédée au conservatoire, en fait, parce que au sud de ce site-là, ici, on était sur une zone qui est en forte érosion depuis fort longtemps, hein, puisqu'ici, on était sur un cône deltaïque fait par un bras du Rhône qui a coulé ici jusqu'en 1711. Et depuis que ce Rhône ne coule plus ici, il n'est plus à l'est, eh bien, on a une érosion côtière très forte qui reprend ces sédiments et les amène plus à l'ouest sur la flèche de Bolduc. Donc, les Salins étaient confrontés à une érosion très forte qui les obligeait à dépenser des sommes colossales pour, un peu dans un mythe de Sisyphe, à remettre des cailloux sur les cailloux qui s'enfonçaient après chaque tempête. Et puis, à un moment, ils ont bien jeté l'éponge et dit, ben, on vend ça au conservatoire. Le conservatoire s'est trouvé donc propriétaire de ce vaste site. Et après étude, il s'est révélé, enfin, en tout cas, il a été jugé pas raisonnable de vouloir maintenir une digue qui n'avait plus de vocation, puisqu'en fait, cette digue qui apparaît en vert sur cette petite carte à droite, cette digue frontale, en fait, a été construite dans les années 80 simplement pour protéger l'activité salinière qui était juste derrière, hein, protéger des incursions marines qui seraient venues diluer les eaux, les saumures que les salins s'évertuent à concentrer pour faire évaporer plus à l'est. Et donc, il a été décidé d'abandonner cette digue, l'entretien de cette digue qui apparaît ici en vert, la digue frontale, et puis de dire, bien, c'est la digue intérieure, celle que vous voyez ici en rouge, hein, qui est à cet endroit-là 4 à 5 kilomètres en arrière littoral. Et c'est cette digue qui a été construite fin 19e siècle. Eh bien, nous considérons, et tout le monde considère que c'est bien cette digue qui a pour vocation la protection des biens et des personnes. Donc voilà, l'idée c'est de conforter cette digue et de dire tout ce qui est au sud de cette digue, dorénavant, est piloté par la mer faisant régulièrement des brèches et des incursions dans tout cet endroit-là. Et l'idée au-delà de cela, c'est bien de reconnecter hydrologiquement et biologiquement la mer et les étangs intérieurs, notamment le Vacarès, qui est le cœur de la réserve nationale de Camargue. Donc c'est ce qui s'est fait et ça marche. C'est-à-dire que vous voyez ici sur cette photo le droit de la zone de Bauduc, c'est-à-dire de l'étang de Bauduc, à l'ouest de l'étang de Bauduc, cette zone où il y avait cette digue verte. Eh bien, vous voyez que il faut comprendre que dans les années 80, quand les Salins ont édifié cette digue qu'on voit ici, hein, sur la photo, eh bien, on avait une plage d'environ 300 mètres de large au sud. Et puis cette plage a disparu jusqu'à ce que la mer vienne au contact de la digue et puis au fur et à mesure à affouiller la digue qui petit à petit s'enfonce. Aujourd'hui, on voit très bien que cette mer progresse, des connexions, des gros sont créés naturellement. Et puis à chaque tempête, en fait, on a un phénomène d'overwash qui fait que les vagues passent par-dessus la digue, amenant avec elles de grandes quantités de sable qui restent piégés. Et c'est ce lido sableux qui est en train de se reconstituer. Donc ça marche. On voit que c'est une adaptation de la Camargue, hein, qui maintient un niveau de la côte grâce à cette digue qui aujourd'hui est transparente et piège le sable. Et petit à petit, on fait le dos va se constituer, se renforcer, et que le jour où la digue sera totalement affaissée, eh il se détachera de cet ancrage sur la digue et puis évoluera probablement vers le nord, mais en restant un rempart efficace contre les tempêtes de demain. Et au-delà de cet apport, de ce lido qui se forme, on a, du fait de la reconnexion hydraulique et biologique, bien vu une très forte augmentation de la biodiversité dans différents compartiments sur ce site-là. Donc voilà, c'est quelque chose de très probant. Nous, en tout cas, en tant que gestionnaire et le conservatoire comme propriétaire, considérons que c'est une expérimentation tout à fait intéressante et probante. Néanmoins, ça pose un certain nombre de questions, et notamment c'est un projet qui est controversé, qui est mal vécu par beaucoup de Camarguais, parce que le premier qui ne maintient pas les digues, et non seulement qui ne les maintient pas, mais en plus qui est content de voir que des digues s'affaissent et que la mer rentre, bien sûr, ça n'est pas compréhensible, ça peut heurter beaucoup de Camarguais dont les ancêtres ont passé leur énergie et leur temps à tenir, à gagner sur la mer. Donc voilà, le premier qui cède, c'est un loser. Et ben voilà, on est un peu dans le rôle du loser. Donc la question, c'est voilà, quelle acceptation sociale de ce type d'action, mais aussi une question plus dure, je dirais, c'est quelle responsabilité des décideurs, parce que parier sur la nature, c'est un vrai pari.
lorsqu'un décideur, bien sûr, il y a un moment, il y a une responsabilité qui doit être endossée par quelqu'un. Lorsqu'une décision est prise, eh bien, cette responsabilité, c'est bien de sauvegarder les personnes et les biens. Faire confiance à la nature, c'est un pari. Faire confiance à une infrastructure en béton, c'est aussi un pari, mais un pari qui est plus normé et auquel on est plus habitué. En général, un ingénieur vous dit qu'une digue, ben, ça résiste à tel type de tempête. La nature, on ne sait pas trop. Donc voilà, c'est une vraie question. Et puis une autre question, c'est comment vivre sur un espace mouvant. Qu'est-ce qu'on peut développer comme activité qui soit pertinente, qui soit économiquement profitable et qui puisse faire vivre les acteurs du coin, notamment le village de Salins-Giron. Et puis dernière question, mais c'est pas la plus simple, c'est quel coup d'après? Parce que là, on est sur une action qui est sûrement pertinente pour quelques années, sûrement probablement quelques décennies, mais pas au-delà. Et donc, il faut d'ores et déjà se poser sur la question, une fois que la mer aura monté à un niveau tel que la digue dite à la mer sera menacée, quel est le coup d'après? Est-ce qu'on fait une digue de troisième rang? Est-ce qu'on laisse les choses faire? Enfin, voilà, il y a vraiment un dialogue territorial animé dès maintenant pour avoir une idée de ce qu'on fera le coup d'après. Voilà, je referme cette parenthèse camarguaise pour juste finir, parce que je suis trop long, mais juste pour essayer d'en tirer quelques enseignements. Le premier, c'est que, euh, vous savez, ici en Camargue, notamment depuis l'endiguement de la Camargue, au XIXe siècle, il y a une histoire, un récit en fait fondateur qui a été écrit à ce moment-là, qui a été vécu très positivement par les Camarguais, qui est le récit de la conquête et de la maîtrise. Et c'est ça, effectivement, qui a permis la prospérité de la Camargue, qui a permis de stabiliser les éléments, d'éviter les submersions marines, les inondations par le fleuve, et de pouvoir avoir une activité agricole, touristique, voilà, quelque chose de dans des conditions normales, et la stabilité étant la condition sine qua non pour des activités de cette nature. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, on le voit, hein, sous la pression de ces changements climatiques, cette période de stabilité est en train de se refermer. On voit que cette dynamique est relancée. Il va falloir écrire un nouveau récit. Et ce récit, nous avons la conviction que c'est celui de l'adaptation et de la résilience. Mais pour ça, ça suppose un certain nombre de choses. La première, et Wolfgang Kramer l'a cité dans son intervention, c'est d'abord bien s'inscrire dans une trajectoire, dans le temps long, comprendre ce qui est en train de se passer, et vers où ça va nous mener. Encore une fois, on n'a pas de prévision de ce que sera l'avenir, mais on a une fourchette, ouais, un faisceau de scénarios possibles. On voit que même les scénarios les plus positifs, les plus optimistes ne sont pas très optimistes. Donc, il va falloir acter ces processus et se projeter dans le temps long. Deuxième élément, c'est que on le voit, pour que la nature joue son rôle, il faut lui laisser enfin son rôle, ses différentes fonctions, y compris ses fonctions hydrauliques dont on parlait tout à l'heure, ou ses fonctions d'amortisseur climatique, il faut qu'elle ait un certain espace. Et donc, il va falloir, lorsqu'on le peut, eh bien, restituer cet espace de liberté pour les zones humides et pour l'eau plus généralement, pour l'eau de la mer, du fleuve, des zones humides, pour que précisément ces solutions, cette fonction utile aux hommes puisse se jouer pleinement. Et puis, on l'a vu, notamment puisqu'on est sur une plateforme recherche-gestion, nous, gestionnaires, on a en fait une boîte à outils qui est extrêmement fixiste. On a des injonctions contradictoires. L'injonction première, c'est de dire, vous devez maintenir telle espèce patrimoniale qui est dans une liste d'espèces prioritaires européennes ou dans des listes rouges UICN ou ceci, cela. Vous en êtes responsable. Votre responsabilité, c'est de conserver cette espèce à cet endroit-là. Eh bien, on s'aperçoit que on est dans une impasse. Là, il y a plein d'espèces pour lesquelles, si on fait tous les efforts pour la conserver, il y a un moment où on ne pourra plus la conserver simplement parce que les conditions climatiques ne seront plus favorables à cette espèce, par exemple, et on aura figé l'écosystème à un stade qui sera pas son stade optimal, qui avait vocation à accueillir une espèce qui ne peut plus y être. Donc voilà, il nous semble aujourd'hui que il y a un vrai travail de réflexion sur cette boîte à outils du gestionnaire qui est encore une fois très fixiste aujourd'hui. Apprenons à développer de nouveaux outils beaucoup plus évolutifs, et c'est notamment la présentation sur le Life Nature Adapt enfin, c'est une des illustrations de ce type d'approche différente qui doit donner une priorité plus à la fonctionnalité qu'à la patrimonialité de nos milieux, et ça nous semble fondamental. Et donc, bien sûr, ça veut dire miser sur ces solutions fondées sur la nature. Ces zones humides, la gestion, la conservation, la restauration de ces zones humides sont des solutions fondées sur la nature très puissantes et efficaces. Et puis, plus globalement,
c'est pas que la boîte à outils des gestionnaires qui est fixiste, hein, mais celle des aménageurs l'est également. Les plus aujourd'hui, les plans locaux du urbanisme affectent telle portion du territoire à l'urbanisme, telle autre aux espaces naturels, telle autre aux espaces forestiers ou agricoles, et sans capacité à changer d'un statut à l'autre. Eh bien, il va falloir inventer ça, puisqu'effectivement, on voit que des espaces seront amenés en fait à changer de vocation, et bien autant, enfin pas autant, il est nécessaire d'anticiper cela et d'inventer des outils d'aménagement du territoire qui soient évolutifs et dynamiques. La loi climat et résilience commence à donner des éléments, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup d'éléments à inventer. Enfin, vous savez que la loi littorale a instituer ce qu'on appelle la bande des 100 mètres, c'est-à-dire qu'on ne peut pas édifier de bâtiments, de bâtis dans ces 100 mètres, eh bien, on vous propose de réfléchir, en fait, de raisonner à l'échelle de la bande des 100 ans. C'est-à-dire que sur la base des scénarios climatiques les moins optimistes, hein, ceux, mais qui sont de plus en plus réalistes, bien dire, voilà, dans le pire des cas, dans 100 ans, la mer pourra arriver jusque-là, ou en tout cas, l'influence de la mer pourra arriver jusque-là. Eh bien, on dit, bah, voilà, ça, c'est la, l'espace dans lequel on va réfléchir dorénavant pour avoir justement cet aménagement du territoire évolutif et dynamique, pour voir comment on peut restaurer ou faire fonctionner ces zones humides de la façon la plus opérationnelle pour qu'elles jouent à plein leur rôle de solution fondée sur la nature. Et enfin, dernière condition, c'est de justement de sortir un peu de. On est très fixiste et en plus on travaille tous en silo. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de casser ces silos, d'être dynamique, de s'ouvrir, de croiser les regards. Et c'est bien l'objet de cette plateforme recherche-gestion, hein, de croiser les regards entre chercheurs et gestionnaires, mais aussi aller bien au-delà. C'est travailler avec des artistes, avec des aménageurs, des architectes, des urbanistes, enfin, toutes ces disciplines qui chacune peut apporter quelque chose, mais qui ne sont pas habituées à travailler ensemble, qui n'ont pas le même vocabulaire, qui n'ont pas les mêmes concepts. Et donc, il y a un vrai travail de pédagogie, d'ouverture pour arriver à travailler ensemble, à collaborer. Et bien sûr, tout cela, ce nouveau récit de l'adaptation et de la résilience ne pourra être écrit que si, au-delà de ces différentes étapes que je vous propose ici, eh bien si on est capable de travailler ensemble. On voit aujourd'hui que c'est pas encore gagné, hein. Il y a beaucoup de confrontations qui sont en général stériles, qui sont sûrement nécessaires. En tout cas, on ne peut pas les éviter parce que ça fait partie d'une temporalité et puis d'une progression psychologique. Mais il est urgent aujourd'hui de pouvoir se parler, de se comprendre et mettre en œuvre ces éléments ensemble. Voilà, je vous remercie beaucoup.